d'innovation. La conférence d'aujourd'hui est rendue possible grâce à l'appui du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, de la Direction des affaires universitaires, enseignement et recherche, ainsi que de l'unité de transfert des connaissances synaptiques. Donc, j'en profite évidemment pour remercier toutes les personnes, toutes les équipes qui ont participé à la réalisation et à la mise en œuvre de cette conférence. Pour la conférence d'aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Mme Annie Guérard, donc maître d'enseignement au HEC Montréal et passionnée d'innovation. Formatrice et conférencière, Mme Annie Guérard a une grande expérience professionnelle, autant dans les milieux des affaires qu'en institution d'enseignement supérieur. Évidemment, je vais la laisser présenter son parcours professionnel. Annie me disait justement qu'au début de la présentation, elle a une section réservée à ça. Donc, je vais la laisser se présenter officiellement. Donc, aujourd'hui, la présentation a pour titre « La démarche d'innovation entre mythe, fait et portée ». Malheureusement, vous savez, par les présentations, les conférences précédentes, nous autorisions la prise de questions durant les conférences, à la fin des conférences, pardon, mais malheureusement, par faute de temps, la période de questions à la fin a été, disons, on n'aura pas le temps nécessairement de prendre toutes les questions. Ce qu'on vous invite cependant, c'est d'inscrire vos questions à l'intérieur du clavardage, donc de la section clavardage, et on va rassembler ces questions, on va colliger les questions que vous avez, et on va tenter de vous revenir avec des réponses le plus rapidement possible ultérieurement. Donc, on vous invite à rentrer vos questions dans la section clavardage. Alors, sans plus tarder, notre conférencière, Mme Annie Guérard. Annie, à vous la parole. Merci, M. Charbonneau. Merci de votre confiance aujourd'hui de nous permettre de présenter finalement quelque chose qui me passionne, c'est-à-dire la démarche d'innovation. J'aurais pu en parler pendant des heures. On va réduire ça à 1 heure en essayant autant que faire se peut de couvrir plein d'outils qui vont vous permettre ultérieurement de simplifier votre démarche d'innovation. Donc, dans le fond, oui, je me présente Annie Guérard, je suis maître d'enseignement à HEC Montréal au département de marketing. J'ai œuvré principalement avant mon arrivée en milieu universitaire en gestion de marque, en développement de produits, en innovation et au CHUM, donc au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, où également j'ai apporté mes compétences marketing et en innovation au sein de l'institution. Donc, aujourd'hui, j'ai le bonheur de parler avec vous de quelque chose qui me passionne, c'est-à-dire l'innovation. Je ne crois pas en la posture tranquille. Ceux et celles qui me connaissent pourront témoigner de ceci. Mais donc, aujourd'hui, on va travailler ensemble autour de l'innovation. Donc, une présentation que je vais faire en 4 grandes sections. Donc, d'abord, c'est très important pour moi, comme universitaire, de démystifier qu'est-ce que l'innovation, travailler entre les mythes, entre les faits. On va s'intéresser aux freins, mais la raison pour laquelle on s'intéresse aux freins, vous ne serez pas surpris, c'est pour mieux savoir les percevoir, mais aussi les contrecarrer. On va s'intéresser aux facteurs clés de succès et on va se laisser sur quelques outils de la démarche innovante. Il y en a pléthore, je vais vous en sélectionner quelques-uns et on va également prendre un peu de temps pour discuter ensemble de la mise en œuvre, donc de l'implantation des démarches innovantes. On se lance en discutant avec un ami, M. Drucker, qui est un consultant, un conférencier, un professeur en innovation d'origine autrichienne, qui nous disait, et je me suis permise de ne pas traduire certaines des citations aujourd'hui que je vais partager avec vous, mais qui nous disait que la compétence fondamentale pour une organisation, c'est l'innovation. Ce qui est intéressant particulièrement lorsqu'on place cette compétence-là en secteur de services sociaux, en secteur de santé, c'est que votre impact, il est sociétal. Vous avez un effet direct à partir de vos démarches d'innovation sur la santé des populations. Et ça, ce n'est pas à négliger et je suis contente que l'équipe du sud de l'ouest de l'île de Montréal reconnaisse finalement la portée de l'innovation et décide de mettre en place des conférences à ce propos. Donc, la première étape, c'est de faire la différence entre une invention et une innovation. J'attacherai ensemble l'invention et la découverte. Donc, l'invention, c'est une nouveauté qui n'aura pas été commercialisée alors que la découverte existe, mais on ne l'a pas nécessairement vue auparavant. Ce ne sont pas nécessairement des innovations. Elles ne deviennent pas innovations. Elles le deviennent lorsque on diffuse, on commercialise, on met à l'échelle l'invention que nous avons eue.
Je donne toujours le même exemple à mes étudiants que j'ai accompagnés, notamment au MBA ici à HEC Montréal. Je donne l'exemple de mon grand-père. Donc, mon grand-père, moi, je viens de la campagne. Mon grand-papa n'a pas fait d'études, mais mon grand-père avait un chalet. Mon grand-père était très doué avec une torche à souder, avait beaucoup de compétences de type ingénierie. Et mon grand-père a un chalet dans le Nord. À chaque année, se fait voler du matériel pendant la saison d'hiver parce que le chalet est 3 saisons, décide de se construire son propre coffre indestructible. Donc, ça, c'est une invention que mon grand-père aura fait pour répondre à son besoin à lui. Il ne l'aura pas commercialisé. Encore aujourd'hui, c'est une anecdote fabuleuse dans la famille parce que, imaginez-vous qu'ils ont fini par ouvrir, en tout cas, on pense, le coffre, mais ils l'ont sorti par le mur du chalet, donc ça a fait un trou béant dans le chalet. Est-ce qu'ils l'ont ouvert? On ne sait pas, mais le besoin que mon grand-père aura eu aura été comblé par son invention, mais il ne l'a pas commercialisé. Peut-être qu'il aurait pu faire de l'argent avec ça. C'est tout jamais. Donc, ça nous amène à discuter du premier mythe, c'est-à-dire que les inventions, celles de grand-papa Raoul, ne sont pas des innovations. Inventer et innover, c'est des compétences différentes. On n'a pas besoin d'inventer pour innover. L'innovation requiert que la compétence que vous touchez soit celle de la compréhension du besoin des gens que vous desservez. Donc, ça peut être vos usagers, vos usagères, ça peut être le personnel soignant, ça peut être le personnel administratif. Mais il y a un exemple, c'est là où vraiment il faut qu'il y ait une compréhension profonde des besoins. Si je reprends l'exemple de mon grand-père, c'était son besoin à lui, ce n'était pas des besoins qui étaient étudiés pour une vaste majorité de personnes. S'il avait commencé à voir qu'effectivement, plusieurs personnes partageaient son besoin, qui commercialise à ce moment-là son produit, ce serait devenu une innovation. Donc ça, c'est le premier mythe qu'il faut absolument s'en défaire. Le deuxième, puis vous verrez tout à l'heure, c'est lié aux freins que je vais mettre de l'avant, c'est que l'innovation, ça ne nécessite pas automatiquement un changement radical. J'entends par changement radical, changement important. On peut faire 1000 petits ajustements qui, au final, vont faire une grande différence. Donc, les innovations sont tant incrémentales que radicales. C'est un spectrum, finalement, qu'on a. Donc, c'est une ligne sur laquelle on peut se placer à différents endroits. Donc, il ne faut pas penser que l'innovation, c'est tout bousculer tout le temps. Ça peut être plutôt mineur, ce qu'on fait. Mais les innovations radicales, lorsqu'on en parle, ça requiert de l'organisation. Et vous me permettrez de citer Glaser du Harvard Business School qui nous dit que lorsqu'on arrive avec une innovation radicale, donc plus importante, on peut ramener ça à l'allégorie de la chorégraphie. Bon, moi, dans la vie, je fais des cours de danse. J'imagine que c'est pour ça que ça m'a attiré. Mais lorsqu'on fait une innovation importante, le déploiement et la mise en œuvre sont importantes aussi. C'est pour ça qu'on va en discuter à la fin de la conférence aujourd'hui. Donc, ça ne nous prend pas juste la chorégraphie, ça nous prend un partenaire, ça nous prend des pas pour pouvoir en arriver avec la pratique à donner une prestation. C'est le même principe ici. Donc, oui, l'innovation radicale peut faire peur, mais elle doit être organisée. Et ça, c'est un fait. On doit réfléchir à l'organisation lorsqu'il est question des innovations dites radicales. Ah, mais il faut être innovateur pour innover. On entend souvent celle-là. On pense souvent qu'on n'est pas innovateur. Hein. C'est pas vrai. L'innovation est composée à 30 de naturel, à 70 d'éducation. Donc, bravo à tous ces gens qui sont là aujourd'hui et qui ont peut-être envie d'en apprendre davantage au sujet de l'innovation. C'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui autour de l'écran et sans doute de votre lunch. J'ai oublié de vous souhaiter bon appétit. Lorsqu'on parle d'éducation, et là, je n'entrerai pas nécessairement dans les méandres de ce concept-là, mais il y a une notion d'agilité mentale qui est nécessaire ici, dans ce 70 d'éducation. C'est la conscience versus l'inconscient. Lorsqu'on agit, souvent, on le fait de façon inconsciente, on répète les choses pour lesquelles on est habitué, qui ne nous font pas trop peur. Donc, l'agilité mentale, de réfléchir, ce qu'on appelle en pleine conscience, si vous avez déjà entendu là, les ouvrages autour de ces techniques, c'est de se mettre dans le moment présent puis de penser aux biais qu'on a en tête puis qu'on est peut-être en train de mettre en place inconsciemment. Et ça fait aussi partie de l'éducation et ce sera un autre sujet. Je dépose ça là, dans la cour de la direction du transfert des connaissances. Mais moi, je continue en vous parlant
du fait que l'innovation, c'est autant un processus qu'un résultat. Donc, il faut absolument que vous regardiez autant le comment que le quoi. C'est sûr que lorsqu'on parle d'une définition d'innovation, et c'est très complexe, là, je vais vous en proposer une dans quelques instants, on ne s'entend pas, c'est deux écoles de pensée. Est-ce qu'on est plus processus ou plus résultat? Mais d'une façon ou d'une autre, je pense que le grand résultat est le même, c'est-à-dire qu'on veut aller chercher des éléments qui vont avoir de la valeur, un impact pour les cibles qu'on a en tête. Donc, c'est important de réfléchir autant au comment qu'au quoi, et aujourd'hui, on va le regarder également ensemble. Donc, j'ai eu un défi, c'est-à-dire qu'il fallait que je trouve une définition de l'innovation en santé. Je me suis reposée sur des collègues universitaires, Machinou et Innsbruck, qui, dans le journal de Innovation Journal, ont dit que l'innovation dans le domaine de la santé peut être définie comme l'introduction d'un nouveau concept, idée, service, processus, produit, visant à améliorer traitement, diagnostic, éducation, sensibilisation, prévention, recherche. Donc, vous voyez que déjà, le terrain de jeu là, sur lequel on peut s'amuser, il est très grand. Mais ce qu'on veut surtout voir, c'est des objectifs à long terme qui permettent d'améliorer la qualité, la sécurité, les résultats, l'efficacité et les coûts. Tantôt, je vais regarder avec vous une méthode où justement on peut isoler certains de ces éléments-là pour faire une différence à plus petite échelle. Parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, 1000 petites améliorations dites incrémentales peuvent avoir un grand effet au final également. Mais ce qu'on doit retenir de la définition que je vous présente aujourd'hui, ces deux éléments, et je le répète, je l'ai dit il y a quelques secondes, je le répète, la valeur et l'impact. Et la valeur, ça c'est le terme, Seigneur, ce terme. J'en fais 2 heures en classe à chacun de mes groupes, peu importe où ils sont rendus dans leur parcours universitaire. La valeur, c'est un ratio coût versus bénéfice. C'est ce qu'on va aller chercher versus ce qui va nous en coûter. Et cette valeur-là, elle est attachée à l'individu. Elle n'est pas attachée à un sens plus large. Donc, c'est important de le considérer, puis on le verra également au courant de la prochaine, 45 minutes déjà, je vais dire la prochaine heure, mais non, ça avance. Donc, avant de se lancer dans le positif, on va faire un petit tour du côté de l'ombre et on va aller regarder les freins à l'innovation. Pourquoi? Parce que c'est important de les repérer. Quand on les repère, on les gère mieux. Donc, on va regarder ensemble les freins. Je n'irai pas tout de suite dans les solutions, je vais le faire plus tard là, au courant de la présentation. Donc, j'ai réduit les freins en 3 grandes catégories. L'humain, les ressources et la structure. Donc, entrons dans chacune de ces catégories et discutons-en ensemble. Donc, notre sympathique humain, trois grands freins du côté de l'humain. L'inno-anxiété, hein, déjà l'attitude personnelle de l'individu envers l'innovation. Je vous ramène à l'agilité mentale dont je vous parlais. C'est normal qu'on ait peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, ici, l'attitude personnelle envers l'innovation a nécessairement un impact. Ça peut être un frein. La résistance au changement pourrait être dans cette catégorie-là. L'agenda, hein, la confrontation des intérêts. Là, ici, je le mets d'un point de vue individuel. Donc, moi, disons, Annie Guérard, ici à HEC, parce que oui, je suis à HEC Montréal aujourd'hui, mais ici à HEC Montréal, j'ai des tâches, j'ai des objectifs professionnels, j'ai des objectifs personnels. C'est sûr que si un collègue, disons, on change complètement la structure d'un programme, oups, ça a un impact sur moi. Ça peut générer quelque chose en moi. Donc, c'est des intérêts qui se confrontent en innovation, puis c'est pas rare que ça arrive. Mais de l'autre côté, également, un autre frein, c'est la charge. Hein? Tout ne repose pas sur vos épaules. Je suis persuadée que vous êtes des personnes extrêmement compétentes dans vos milieux. Je n'ai absolument aucun doute de ça. Mais ça ne vous donne rien de prendre toute la charge de l'innovation. Parce que ça voudrait dire de gérer tout ce qui l'entoure. Et le changement, vous le savez, ce n'est pas simple. Et là, c'est sûr que lorsqu'on parle justement de la charge, lorsqu'on parle des intérêts, bien là, vous êtes confronté à un paquet de parties prenantes avec lesquelles vous devez conjuguer, que vous devez travailler. Les usagers, les usagères, les équipes de soins, le personnel hospitalier, les gestionnaires, les gouvernements, ne les oublions pas, le design, l'ingénierie, la recherche, bref, tout ce qui gravite autour de vous. Encore une fois, tout le monde qui ont des motivations différentes à prendre part à une démarche d'innovation.
Donc, il faut les connaître, il faut connaître ces politiques. Il y a un papier, puis je pense que je ne l'ai pas mis en référence parce que je vous ai tout donné mes références en fin de présentation. Il y a un papier magnifique qui s'appelle How to Navigate the Politics of an Innovation Project de HBR. Je l'ajouterai. Vous irez lire, c'est particulièrement intéressant pour parler justement de cette notion des parties prenantes et des motivations. Les ressources, là, je ne passerai pas 15 ans à vous parler des ressources. Je pense que je ne vous apprends absolument rien lorsque je vous dis qu'il faut savoir gérer ses ambitions. OK? Donc, il faut s'assurer de faire le pont entre la réalité et la portée de ce qu'on veut faire. Et ça, je n'entrerai pas plus en détail. Vous le savez, je vais vous montrer des petites clés un peu plus tard. La fameuse structure. Un papier mentionnait que 65% des échecs en projet d'innovation étaient liés aux pratiques de gestion. Je ne sais pas à quel point vous êtes tous gestionnaires dans la salle devant moi ce midi, mais je pense que c'est un chiffre qui est très éloquent. OK? 65%, c'est beaucoup. Ben, d'une part, parce qu'on a des silos, je pense que je ne vous apprends absolument rien lorsque je vous parle de silos. Et ça nous ramène aux différentes motivations qu'on a vues du côté de l'humain, à quel point ces gens-là se parlent. Je vous donne un exemple vraiment bête que je vis ici. On veut développer un cours en marque employeur. Si je vous parle de difficultés de recrutement, je ne peux pas croire que je parle à un auditoire qui n'est pas convaincu. Un des outils qui a été développé dans les dernières années, c'est de positionner l'organisation avec vraiment une marque employeur. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent chez nous? Qu'est-ce qui fait que les gens restent chez nous? Ces disciplines-là ont été développées aux confins de deux autres disciplines, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines et le marketing. Dans une université, là, il y a un code dans le cours. Hein? Le code est attaché à un département. Là, je suis en train de développer un cours de marketing RH. Bon, on le met où, là? Parce que la structure est bâtie comme ça. Donc, il faut faire attention. Donc, on veut décloisonner les silos. Parfois, c'est la structure qui nous en empêche. Donc, on gagne à prouver que ça fonctionne. La culture, comment l'innovation est perçue dans votre équipe. Je ne vous apprends rien ici. C'est encore une question de résistance au changement. Donc, ça, il faut quand même le soulever. Et finalement, le consensus. Et pour expliquer le consensus, j'ai trouvé une citation fabuleuse qui nous dit « When anyone can say no and no one can say yes », je suis persuadée, donc quand personne peut dire non, quand tout le monde peut dire non, mais personne ne peut dire oui, j'imagine que ça vous est déjà arrivé, que vous avez déjà été confronté à ça, mais non, ça fonctionne. Et ça vient de s'éteindre. Non, il faut pouvoir passer au-delà de ça. Et souvent, c'est attaché avec une question de leadership. Donc, j'espère que, ne serait-ce que par votre présence ici, vous êtes ces leaders dont on a besoin, ces champions dont on a besoin pour ramener ça dans vos équipes au niveau du réseau. Donc, finalement, si je reprends tous les freins, là, puis je ramène ça sur sous un seul gros chapeau, c'est le chapeau du risque. C'est le terme qui est récurrent. Faire l'innovation commande de gérer du risque. C'est des risques qui sont liés à l'individu, c'est des risques qui sont liés à l'organisation, qui sont liés à l'équipe, qui sont liés aux ressources. Donc, à partir de là, comment on peut, et c'est la raison pour laquelle on est ensemble aujourd'hui, détricoter ce risque-là pour finalement faire quelque chose de plus grand ensemble. Donc, je vous l'ai dit, on a fini la portion d'ombre. Passons plutôt à ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire les facteurs de succès. Donc, on embarque dans les facteurs de succès qui vont nous mener justement aux différentes méthodes que je voulais vous présenter aujourd'hui. Déjà, au niveau des facteurs de succès, soyez bien attentifs. Je vais vous donner des clés également pour mousser justement ces éléments que je vais vous présenter. McKinsey, la fameuse McKinsey. Là. Si le nom vous dit quelque chose, McKinsey, on a entendu parler lorsqu'ils ont été liés à la gestion de la pandémie au Québec. Mais au-delà de leur gestion de la pandémie au Québec, McKinsey & Company, c'est une firme mondiale de consultation, donc produisent énormément de ce qu'on appelle white papers. Et aujourd'hui, ce que je vous montre, c'est un white papers qui est sorti en 2021. Où on a sondé, puis c'est une petite étude qualitative, ça en demeure pas moins que c'est intéressant pour lancer les discussions, qui nous parlait des 8 essentiels à l'innovation qui avaient été déterminés par les gestionnaires en soins de santé.
À travers ces 8 éléments-là, il y en a 4 qui prenaient davantage de place, c'est-à-dire le choix, l'évolution, l'accélération et l'expansion. Donc, on va rentrer à travers chacun des éléments, on va en discuter ensemble, puis on va voir ensemble ensuite quels facteurs clés de succès on peut mettre en branle pour pouvoir justement faire du succès nos innovations. Donc, au niveau du choix, le choix, c'est dur de faire un choix. Hein? Des idées, il y en a beaucoup. C'est pas évident. C'est comme un enfant qui fait une liste de cadeaux de Noël. Ça pourrait être infini, cette liste-là. Là. Je parle entre 6 et 8 ans. Rendu à 14 ans, ils ont juste un produit en tête. Mais avant ça, donc, le choix, bien, ça impose d'avoir ce qu'on va appeler un portefeuille de projets d'innovation. Et ce portefeuille-là doit être révisé régulièrement. Donc, on ne peut pas se lancer dans un paquet de projets en simultané. On peut, oui, mais l'idée, c'est de pas d'étendre de façon trop mince. J'essaie de traduire de façon très, très bancale, spread too thin, là, si je vous donne cette expression-là. Donc, comment on choisit les différents projets avec lesquels on va travailler? C'est pas nécessairement simple. On va voir, tout à l'heure, je vais vous présenter une technique de scénario. Mais avant de vous parler de scénario, il faut que je vous parle d'un autre truc qui est attaché à la résistance au changement. On en parle depuis tout à l'heure, hein, c'était lié au frein de l'outil. Donc, pour faire un choix de projet, pour évaluer les boîtes à idées qu'on a eues, pour évaluer les différentes voies qu'on a à l'innovation, mais il faut savoir avec qui on travaille et avec qui on fait affaire. Donc, au-delà de ce que je vous ai parlé en termes de parties prenantes, on va faire un pas de recul ensemble, puis on va s'intéresser, là, c'est l'académique qui revient au galop, on va s'intéresser à une très, très grande théorie qui a été essentiellement discutée par 2 grands auteurs, celle de la diffusion de l'innovation. Donc, la diffusion de l'innovation, c'est ce que je voyais à l'arrière, c'est la cloche, où on va distinguer comment les gens vont adopter une innovation. Il y a des gens qui vont être naturellement plus enthousiastes à la nouveauté, qui ne se poseront pas de questions, qui vont être prêts à mettre l'argent, qui vont être prêts à mettre le temps, les efforts. OK? Donc, ça, c'est notre 2 premiers groupes, ce qu'on pourrait qualifier de gens visionnaires. Et cette théorie-là, c'est Everett Rogers qui nous l'a emmené. Et de l'autre côté, on a les 3 autres groupes qu'on va appeler les majorités et les retardataires. Donc, on voit que c'est la majorité des gens qui se situent de ce côté-là. Ce sont des pragmatiques. C'est des gens qui veulent une solution qui est éprouvée et qui est une preuve sociale. Et cette notion-là, elle est drôlement importante, la preuve sociale. Alors que les 2 premiers groupes les visionnaires vont davantage se reposer sur une preuve, disons, scientifique, par exemple, ou des gens qui sont eux-mêmes des innovateurs, les pragmatiques ont besoin des gens qui leur sont proches et en qui ils ont une très grande confiance. Donc, ça, c'est pour la théorie de l'innovation, de la diffusion de l'innovation. Donc, on comprend que les premiers à adopter l'innovation sont les 2 premiers groupes que je vous montre et les 3 derniers, donc, vont l'adopter dans le temps. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va appeler le schisme que vous voyez en gris à l'écran. Et cette théorie-là nous provient de Jeffrey Moore, qui nous dit que pour qu'une innovation passe de l'idée à son déploiement, il faut traverser ce trou. C'est un gouffre, hein? On l'appelle en français le gouffre de Moore. Et pour ce faire, il faut que les visionnaires basculent, hein, qu'il y ait une preuve sociale qu'on va aller transférer du côté des pragmatiques. C'est pas simple, ça. Puis souvent, on n'y pense pas parce que les équipes qui sont autour d'un projet d'innovation sont très souvent dans les 2 premières catégories, partagent beaucoup de caractéristiques avec les visionnaires, peut-être moins avec les pragmatiques. Donc, comment on va faire pour basculer tout ça? Je vous reviens, j'ai une solution. Il faut savoir, en fait, expliquer le why, hein, le pourquoi de la démarche. Je me suis permis d'aller chercher des auteurs bien connus, mais le why de la démarche, passer du ici, tu sais, et pourquoi au et si, en fait. Donc, c'est de pouvoir expliquer cette démarche-là pour justement pouvoir gérer la résistance. Le why est très important. Ici, c'est un papier de Gourville dans HBR, un papier fabuleux, je vous le recommande fortement, où on va travailler finalement en perspective du why, en perspective d'expliquer un projet d'innovation qu'on aura choisi, je vous le rappelle, entre le degré de modification au niveau des comportements et le « what's in it for me ».
vous aurez compris que nos pragmatiques, là, le what's in it for me est important, évidemment. Et le degré de résistance au changement est aussi motivé par le degré de changement au niveau du comportement. Donc, vous pouvez voir que plus le changement de comportement il est difficile, c'est un peu étrange de regarder comme il faut le graphique il est contre-intuitif un peu. Regardez les sections en rouge. Et c'est là où, regardez le why, je ne l'ai pas inventé, c'est moi qui ai dessiné ça, c'est vraiment pris l'image directement du papier de Gorville. Donc, il faut expliquer, puis ça veut dire qu'il faut commencer tôt à expliquer le pourquoi de la démarche d'innovation. C'est même pas dire le résultat, c'est même au niveau de la démarche, il faut l'expliquer. Alors que de l'autre côté, ben, les easy sell, les smash hit, ben, on a un plus faible degré de changement de comportement qui est nécessité et qui est nécessaire, pardon, mais on a un haut taux là, de bénéfices qui est tiré du côté de la personne qui est visée par l'innovation. Donc, ça, c'est intéressant. Il faut l'avoir en tête. Puis, je vous ramène vraiment, j'insiste, je ne saurais trop insister là-dessus. Déjà, si vous êtes ici avec moi aujourd'hui pour discuter d'innovation, j'ai un petit two cents qui pense que vous êtes des visionnaires. OK? Mais tout le monde n'est pas comme nous. Et on a besoin de convaincre nos collègues pragmatiques. C'est avec eux qu'on va pouvoir avoir du succès dans le déploiement de nos démarches et de nos projets d'innovation. Donc, je vous ramène finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec l'importance des scénarios. Tu sais, quand on va choisir des projets d'innovation, bien, regardez, est-ce que c'est complexe à implanter? C'est quoi le degré d'impact? Tantôt, je vous parlais de valeur, je parlais d'impact, là, on parlait de la définition. Bien, c'est un peu ce qu'on voit ici. L'idée, aidez-vous, là. C'est-à-dire que ce qu'on va aller chercher, c'est un équilibre. On ne veut pas avoir tout le monde dans le cadran 2. C'est difficile, mais hey, ça vaut la peine parce qu'on a beaucoup de travail à convaincre plusieurs personnes pour plusieurs projets. Ayez un portefeuille équilibré, quitte à revoir finalement vos priorités en termes de dispersion de vos ressources. Donc, ces scénarios-là, celui-là, en plus, il est tiré d'un papier, d'un bouquin qui discute de l'innovation en santé. Peut-être que certains ont eu la chance de le consulter de M. Brunet, que vous connaissez, qui était mon voisin, finalement, à HEC, de Malas également et d'un paquet de profs d'HEC. J'ai bien ri en lisant le document, il y a beaucoup de mes collègues. Mais donc, ça nous sort de ça. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces outils-là, faire cette discussion-là avec vos équipes dans une démarche d'agilité mentale consciente de notion de risque qu'on adresse, mais qui nous permet de bien répartir nos projets d'innovation. Il faut évoluer, hein, c'est la deuxième compétence dont nous parlaient les gens de McKinsey. L'idée, c'est d'avoir, là j'ai dit son modèle d'affaires, mais je dirais d'ailleurs davantage sa proposition de valeur. C'est sûr que lorsqu'on entend ce terme-là, vous pouvez dire Annie est à HEC, elle pense gestion. Non, la proposition de valeur, c'est beaucoup plus vaste que ça. Ça nous vient des écrits de notamment Sterwalder-Pignard, qui sont deux grands chercheurs européens, où on doit évaluer les bénéfices, et là j'ai pris la version française, je m'excuse du terme, là, souffrance, je trouve ça un peu intense, là, mais les difficultés, c'est moins pire que souffrance. C'est le pains and gains, on voit que c'est comme ça a été traduit. Mais surtout aussi, c'est quoi les tâches que notre client essaie de faire? Puis pour ça, ça nous permet d'évoluer, puis vous allez voir, de faciliter également la démarche d'innovation. Parce que ce qu'on vient à faire, finalement, c'est de générer des bénéfices, réduire des difficultés ou des souffrances en créant un nouveau processus, en créant un nouveau produit, en améliorant un service qu'on a déjà. Donc, l'idée à partir de là et dans l'évolution qu'on a, c'est de se détacher de nous et de rendre objectif son discours. Donc, de parler avec vos usagers, vos usagères. Je ne sais que le discours, puis je vais en revenir, je reviens dans 2 secondes, là, du patient partenaire, là, vous n'avez soupé, là, vous l'avez entendu. Je suis obligée de vous dire qu'en 2023, c'est essentiel. On n'est pas obligé de l'avoir sur une très longue période. On peut avoir juste des petits points de contact, puis je vais vous montrer quelques techniques tout à l'heure. L'importance du champion. Je reviens à mes visionnaires et à mes pragmatiques. On l'adore, cette théorie-là.
C'est pas pour rien qu'elle percole depuis les années 60 dans la discipline, parce qu'elle a été démontrée à de maintes occasions. Donc, ce qui va me permettre de passer notamment du visionnaire au pragmatique, ce sont des champions. Des champions, c'est des porte-voix de l'innovation, c'est des gens qui vont amplifier mon message, qui vont amplifier ce que j'ai à dire du point de vue de l'innovation et du pourquoi, du why de la démarche. Attention, le champion n'est pas nécessairement le leader de projet. Ça se peut que le leader de projet soit quelqu'un d'extrêmement compétent dans ce qu'il fait, brillant comme pas un, brillante comme pas une, mais qui n'est pas charismatique pour 2 sous. Le champion a une capacité à aller rallier puis à expliquer le pourquoi des choses. Et ici, ce que je vous montre, ce sont évidemment, c'est sûr que c'est dans une posture un peu plus managériale, mais ça nous vient de Cooper, qui est un des très grands auteurs aussi en innovation. Si vous êtes familier avec la démarche StageGate, c'est le même Cooper, c'est lui qui l'a créé. Donc, d'avoir un champion, d'avoir quelqu'un qui croit, c'est fondamental. OK? Important, important, important. L'importance des résultats aussi, hein? On ne dit pas assez, hein? Je pense qu'en 2023, là, la donnée, c'est rendu important, c'est rendu fondamental. Mais souvent, on a une perspective où on voit, il faut voir tout, il faut tout donner, il faut donner l'avant tous les résultats qu'on a eus, alors que dans les faits, même les résultats fragmentaires sont intéressants. Et ce que le papier de Batty et ses collègues nous disent, et c'est vraiment une perspective d'innovation en santé, c'est que les petits tests fournissent aussi des preuves. Et une fois qu'on propulse les résultats, qu'on met les petits résultats qu'on a à l'avant-scène, on est en mesure aussi de reconnaître et de voir où est-ce qu'il y a eu des accros, puis comment on peut délier ces accros-là pour pousser l'innovation plus loin. Donc, les résultats sont importants, puis les résultats doivent être réfléchis au départ de la démarche aussi. À quoi on répond? À quels bénéfices on veut donner à nos cibles, quelles contraintes on vient contrecarrer et comment on va mesurer que oui ou non, on a atteint ce qu'on cherchait à avoir. J'insiste sur une chose ici. Un non-résultat est un résultat. Hein? C'est important de retenir ça. OK? Donc, de ne pas avoir une finalité, de ne pas avoir obtenu ce qu'on aurait espéré. Vous êtes en train de valider qu'il y a une voie, oui, un cul-de-sac, mais vous l'avez testé, la voie. Donc, le truc, c'est de reculer et d'aller choisir un autre sentier. Mais un non-résultat est un résultat, retenez ça. Et la présentation de ces résultats fragmentaires-là peut aussi jouer un rôle important dans l'inno-anxiété. Donc, des petits pas qui vont nous permettre de prouver au final, peut-être avec un amalgame de résultats qu'on va avoir été chercher, que ça vaut la peine. Accélération, hein, permettre l'exception. L'innovation, c'est un peu ça aussi. On entend malheureusement souvent des gens nous dire on a toujours fait ça comme ça, pourquoi on changerait, ça fonctionne, mais ça pourrait être mieux. Donc, c'est ça ici qu'on vient mettre en perspective. Et pour accélérer, pour permettre l'exception, ben, on va travailler l'expérimentation. Et je vais prendre vraiment du temps dans quelques minutes pour travailler avec vous cette notion-là d'expérimentation. Mais retenons ça. Retenons que l'expérimentation est fondamentale et l'importance du test est dans ce cadre-ci extrêmement importante. Donc, ici, ça nous vient des 20 Osterwalder lorsque je vous parlais de la proposition de valeur. Et j'adore ce diagramme-là parce qu'il est circulaire. Hein? Ça bouge, c'est en mouvement. Donc, d'un côté, en projet d'innovation, on va avoir une idée. Hein? On va designer quelque chose. On va designer un processus. On va designer un vêtement. On va designer un cabaret d'outils médicaux. Bon. Et dans notre tête, on a raison. C'est correct. Mais il faut le tester. Donc, il faut designer comme si on avait raison, mais tester comme si on avait tort. L'idée, c'est de trouver les failles. On veut les failles parce que c'est comme ça qu'on améliore à chaque fois. Donc, c'est pour ça que la boucle en 8 nous permet vraiment à chaque fois d'avoir des points de décision. Donc, on design, on décide est-ce que oui, ça fait du sens, parfait, on se retourne, on teste, on revient. Est-ce qu'on poursuit le projet? Oui, non, oui, parfait, on continue.
Donc, vous voyez qu'on va transférer, on va jouer d'un côté et de l'autre de ce 8-là. C'est une approche qui est très itérative et c'est ça l'innovation. On veut une approche itérative. Dernier élément, c'est l'expansion. En 2023, quand on parle d'expansion, on parle de co-création. Je ne vous apprends rien encore une fois si je vous parle de co-création, de patients partenaires, d'innovation ouverte. On est en 2023. Je n'ai pas d'autres arguments à vous donner que ça. Je veux dire, c'est comme ça qu'on réussit à capter les besoins qui sont éprouvés par nos cibles, à comprendre leurs bénéfices, à soulager leurs contraintes ou leurs souffrances, parce que je prends le terme que j'avais tout à l'heure. Donc ici, c'est vraiment important de penser à des partenariats qui soient créatifs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, des hackathons. Des hackathons? Vous savez, on dirait que je le connais juste en anglais. Hackathon, où on va aller travailler avec, on va faire des concours pour trouver des idées. On appelle ça de l'innovation ouverte. C'est le papier que j'ai écrit à la fin de mon MBA. J'ai fait un gros essai sur les pratiques d'innovation ouverte. Il y a plein d'entreprises qui nous ont démontré l'extraordinaire capacité de ce type de méthode d'innovation-là. Imaginez si mon grand-papa Raoul travaillait avec une entreprise qui font des coffres-forts. Parce qu'il y avait un intérêt, tout un petit prix à la solde, qui serait juste nous donner des connaissances implicites. Donc, cette co-création-là, elle est importante. Dans ma vie, j'ai géré du mobilier de bureau. Vous allez me dire, mon Dieu, c'est simple. Oui, c'est simple, mais moi, je ne suis pas une spécialiste en chaise. J'ai un diplôme en marketing, j'ai une spécialisation en stratégie en innovation, mais pas en chaise de bureau. Et on est allé chercher qui? On est allé chercher la personne au plein cœur de l'usine qui avait le plus d'expérience. On l'a sorti de la ligne de montage puis il est venu faire de l'innovation avec moi. Regardez, là, quand je vous parle là, de penser autrement, d'aller chercher de la co-création et d'aller chercher de la preuve sociale, mais je suis allée prendre la personne avec qui tout le monde référait dans l'usine, puis je l'ai emmené au cœur de l'usine, puis il me travaillait en innovation. Est-ce que les gens ont confiance? Est-ce que mes pragmatiques ont confiance en ce champion-là? Bien, absolument. Et moi, j'adorerais, il s'appelle Gilles. On le salue, exceptionnel. Mais c'est ça, c'est de savoir créer des partenariats qui sont différents, mais qui nous permettent une façon de penser différente aussi. Ça, c'est fabuleux en innovation. Des grandes compétences aussi qui sont nécessaires lorsqu'on veut intégrer une notion de co-création. Bien, déjà, l'association, savoir faire des liens, savoir questionner, savoir observer, faire de l'expérimentation, réseauter aussi, donc, à partir justement de cet objectif d'innovation ouverte-là. Et quand je parle d'innovation ouverte, là, chez vous, là, ça peut juste vouloir dire 2 départements ensemble. Là, ça peut être ça, l'innovation ouverte. On n'est pas obligé de sortir des murs de l'hôpital ou du CLSC, là, ou de la RPA. Là. On peut vraiment le faire à l'interne, mais en parlant avec des gens auxquels on n'aurait pas nécessairement et naturellement pensé. On s'en fout d'où arrive l'idée. L'important, c'est que l'idée soit là, puis qu'on la développe, puis que ça nous permette d'améliorer ce qu'on fait déjà. Et ça nous provient, ces grandes compétences de Christensen. C'est le père de la disruption qui nous a parlé de l'ADN de l'innovateur. Donc, plein de petites lectures pour vous. Je vais vous donner un petit peu une petite liste de lectures de vacances, si jamais ça vous allait. Et on arrive à la 4e, je m'excuse, c'est écrit 3, mais c'est 4e partie de ma présentation aujourd'hui, la dernière, où je vais vous donner quelques pistes d'idées, d'outils pour innover. J'en ai donné quelques-uns, je vous ai lâché des bribes ici et là à travers les facteurs de succès, mais là, on va s'intéresser davantage à des outils, disons, appelons-les éprouvés. Moi, je dis toujours, même chose à mes étudiants, prenez ce qui vous allume. Hein. C'est comme ça qu'on performe. Hein. Il n'y a pas un modèle qui est mieux que l'autre. Je pense que c'est une question de fit. Alors, je vous présente quelques modèles, n'hésitez pas. Je ne vous cacherai pas qu'il y en a beaucoup plus que ce que je vous présente, mais donc, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix. C'est sûr que lorsqu'on parle de modèles théoriques, là, vous me voyez venir, la co-création est importante, on y revient souvent, mais le design centré humain aussi est important. Quand on pense à ces 2 volets-là, bien, on revient souvent à la pensée design, le design thinking. Là, quand j'ai présenté ça aux équipes de l'ouest de l'île, ils m'ont dit « Annie, ça, là, on l'a vu, puis on l'a revu dans le réseau, je suis parfait, je ne penserai pas 15 ans là-dessus. » Ce que je vous dis ici, par contre, c'est ce qui est important de retenir, puis je vais prendre quelques secondes quand même, c'est de basculer entre l'humain et l'approche créative. C'est un peu ça le design thinking.
Il y a un petit bouquin vraiment très chouette, tout neuf, le frais sorti des presses, là, il n'y a même pas un an, qui traite de design thinking appliqué au secteur de la santé, qui est franchement fabuleux. Je vous invite à mettre la main sur ce bouquin-là. Et ce que ça nous dit, l'approche design, puis encore là, je ne penserai pas 15 ans, c'est que ça part du principe où il y a de l'empathie. Hein. L'empathie est fondamentale dans le design thinking. Ben, c'est du design orienté humain. Là. Puis d'habitude, pour avoir de l'empathie, je pense que s'il y a des gens qui, dans leur profession, ont bien compris ça, c'est vous. Là. Je ne suis pas obligée de vous expliquer c'est quoi l'empathie. Donc, on a besoin de l'empathie pour définir c'est quoi le problème, les bénéfices qui sont recherchés, les souffrances qui sont vécues, les tâches qui sont exécutées, pour pouvoir avoir des idées, prototyper rapidement et tester rapidement. Puis je vais revenir sur cette notion-là dans quelques minutes. C'est ça la pensée design. Et dans l'expérimentation, on va voir que il faut rapidement prototyper. Il faut faire rapidement des tests à plus petite échelle. C'est comme ça qu'on arrive à tweaker. N'ayez pas peur de faire des trucs en papier, en Lego. Là, je vous en montre quelques techniques ici qui sont, non, plus tard, je m'excuse, qui sont tirées de méthodes de design thinking. Mais on peut prototyper très rapidement. Un bel exemple hein, qui est issu d'une démarche de design thinking, c'est un co-design entre des patients et des cliniciens. Ce sont une ligne de vêtements qui s'appelle Care Plus Wear Healthline. Donc, on le voit, mais c'est un bandeau qui est avec l'intérieur est en maille, ça donne accès au PICLine. Je regarde Marie-Ève, tout est beau, PICLine, c'est ça. Merci. Pas par assemblant que je suis infirmière dans la vie. Donc, un design hein, qui permet de moins se sentir malade, puis d'en arriver avec un produit plus intéressant à porter dans la vie de tous les jours sans avoir justement l'encombrement des dispositifs médicaux. Et lorsque je discutais justement avec Marie-Ève que vous voyez à l'écran, de ça, on discutait les mois ensemble d'une initiative qui a été faite à l'Hôpital des enfants malades de Toronto avec une agence de marketing, imaginez-vous, qui s'appelle Rethink, qui a le vent dans les voiles au Canada. Ils ont une antenne à Montréal. Et ils ont redesigné les jaquettes d'hôpital pour les ados. Mon Dieu que ça fait du sens. Quand on y pense, là, pour un ado qui s'exprime à travers ce qu'il porte, un ado qui est malade de surcroît, ben voilà, c'est juste de travailler à l'empathie. Quelques techniques pour vous aider à travers tout ça, si ça vous allume, parce que le design thinking, c'est une philosophie. Après ça, les méthodes qu'on prend pour y parvenir, il y en a plein. Donc, ça peut être des ateliers design, des sprints de design. Ces éléments-là, c'est vraiment des ateliers qui sont modulés, là, je pense entre autres au sprint design, sur des 3 à 5 jours, très concentrés, où notre objectif, c'est vraiment de trouver une solution. C'est la résolution de problème ici. Donc, c'est plus concentré. Vous avez genre, des entrevues, de l'écoute active. J'ai un super collègue, Miguel Aubry, qui fait des magnifiques capsules sur l'écoute active sur YouTube, un collègue de l'Université de Sherbrooke. Jeu de rôle, simulation, je ne sais pas si à quelle grosseur c'est gros sur votre écran, là, à quelle mesure c'est gros, mais ce qu'on voit sur la troisième image, c'est des Legos. Ils ont désigné le processus avec des Legos, tout ça peut. Il faut savoir jouer jusque le plus longtemps possible. On peut également cartographier l'expérience de soins, donc penser à chacune des étapes où vous êtes en lien avec votre patient. On peut faire des sondages d'occupation, et par sondage d'occupation, ce qu'on voit ici, c'est des interactions du personnel ou bon, des usagers avec les autres, avec les gens, avec le mobilier également, les interfaces. Donc, c'est très temporel, spatial. On peut faire du design de service avant, pendant, après. Bref, les techniques, ils sont très, très, très nombreuses. Encore une fois, si vous avez la chance de mettre la main, je n'ai aucune royauté sur ce livre-là. Je l'ai découvert moi-même en préparant votre conférence sur ce petit bouquin-là, plein de cas d'espèces, plein de méthodes. Ça vaut la peine. Une autre philosophie vraiment chouette, ce sont les 10 types d'innovation de Dublin. Dublin, maintenant, a été ramené sous l'égide de Deloitte. J'imagine que vous connaissez Deloitte aussi. Et la prémisse, c'est de dire, il faut penser au-delà du produit. On n'innove pas juste sur les techniques, par exemple, en soins. On peut voir ça beaucoup plus largement. On peut travailler au niveau du réseau, on peut travailler au niveau de la structure, penser à ce que je vous disais au niveau de la marque employeur, on peut travailler sur les processus,
On peut travailler sur le service. Comment on peut rendre la vie plus facile? Je pensais entre autres aux patients en oncologie. Oui, vous avez les infirmières pivots, mais c'est pendant la durée de la maladie, finalement. Mais ces patientes-là, après, ils sortent. Puis les besoins, ils ne s'arrêtent pas là. Puis pendant longtemps, vous allez avoir été leur référent principal. Donc, comment on peut repenser ça? Le channel ou le canal, là, où est-ce qu'on rend le service? Quand on se parle de télémédecine, ce n'est pas nouveau et ça s'est accéléré avec la pandémie, mais vous avez vu que ça avait quand même une portée intéressante. On a vu des belles démonstrations au niveau des patientes suivies pour préclampsie après les grossesses au niveau du suivi de l'hypertension. Donc, il y a plein de petites pistes. L'idée avec le modèle de Dublin, c'est ça, c'est de ne pas voir ça trop grand, de prendre des morceaux et de dire, ben nous, là, quel est le morceau en ce moment qui fait le plus mal à repenser à ma notion de scénario? Ah, ben, on sent que nos patients, et là, on part d'une démarche empathique, ils ne s'y retrouvent pas dans l'hôpital. Ils ont de la misère à savoir qui contacter. Ah, bien, parfait. Donc, étudions le processus, étudions le service, puis voyons comment on peut faire des petites améliorations ici, là. Voilà. Un exemple de ça, bon, je m'excuse, mon exemple est américain, puis vous savez que les États-Unis n'ont pas nécessairement les mêmes références que nous en matière de soins de santé. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est un hôpital qui est dans le Michigan, le Henry Ford West Bloomfield Hospital, qui a embauché un VP du Ritz-Carlton comme CEO. Bon, là, c'est sûr que ce n'est pas ce qu'on préconise ici. Mais ce que j'aimais de cet exemple-là, c'est que c'est les environnements, en fait. Ils sont venus créer des environnements de soins qui donnent moins l'impression d'un hôpital, qui donnent davantage plus hospitalier, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots entre hôtelier et hospitalier. Donc, plus intéressant, qui respire plus, qui a plus d'oxygène pour les patients. Ici, on a juste sur les assistances. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est encore une démarche où on a travaillé différemment. D'autres techniques, il y en a 2, 3. Donc, la théorie des petits pas. Hein? Quand on va vouloir traverser le fameux gouffre de Moore que je vous ai montré tout à l'heure, celui qui était entre les visionnaires et les pragmatiques, pardon, il y a une théorie qui s'appelle le jeu de quilles. Donc, tout le monde a joué aux quilles ici dans la vie. Bien, pour faire un abat, là, souvent, on va aller essayer de viser la quille au centre. Pourquoi? Parce qu'elle va se mettre à tomber, puis toucher les autres quilles et finalement créer cet abat-là. Mais c'est le même principe ici par la théorie des petits pas, c'est de dire qu'il faut commencer plus petit. Et lorsqu'on a une preuve, des résultats, de dire, OK, est-ce qu'on peut prendre ce projet-là puis l'emmener dans un autre département parce qu'on pense que la mécanique fait que ça s'applique. Et comme ça, on vient à bout de créer et de réussir notre travail. On fait des tests bêta avec des petits échantillons. Les scénarios, on s'en est parlé au niveau de la priorisation des initiatives, mais ça, sur quoi je voulais vraiment insister aujourd'hui pour conclure là, dans les prochaines minutes ma présentation, c'est l'expérimentation. Donnez-vous ce droit-là d'expérimenter. Puis là, je vous ai donné l'ABC de l'expérimentation. Donc, accepter l'exception, on en a parlé tout à l'heure, mais surtout l'échec. Un échec, c'est un non-résultat. Un non-résultat, c'est un résultat. Fait qu'on s'entend là-dessus? Parfait. Braver le risque, armé de données. Hein, la donnée est importante. Mais surtout, il faut conclure le processus par une discussion qui parle des résultats prometteurs obtenus. Parce que c'est là où on va travailler à régler les atouts qu'on avait. Donc, ce que Blend et ses collègues nous recommandent, c'est de débuter avec des plus petits tests au début, plus rapides. Et après ça, ben, prendre plusieurs types d'expérimentation pour bâtir le libellé de preuve et finalement limiter le degré de dépense. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc, si vous regardez le document que je vous présente à l'écran, ben, l'idée, c'est de réduire le risque. Tiens. Ce fameux mot-là qui revient tout le temps et qui est attaché aux freins qu'on a vu tantôt. Donc, l'idée, c'est de réduire justement ce risque-là en allant chercher des preuves en termes d'expérimentation pour réduire le risque, aller convaincre les gens, l'incertitude. Donc, quelques pistes. Bien, déjà, avoir une test card. Ça, ici encore, ça nous vient de nos collègues de Blend. Je me permets de vous suggérer, vous voyez en haut de la fiche que vous voyez à l'écran, c'est écrit Strategizer. C'est un site web exceptionnel, gratuit, mes amis. Vous pouvez vous abonner et aller chercher tous les outils que je vous présente, entre autres celui que je vous présente à l'écran gratuitement.
Donc, avec des séries de questions que vous pouvez prendre pour amener dans votre organisation, ça ne coûte rien. Encore une fois, je n'ai aucun droit sur cette plateforme-là que j'utilise énormément. Donc, l'idée, c'est d'avoir une hypothèse. Comment on l'expérimente? Vous avez plein d'exemples ici. Est-ce que c'est à travers juste une recherche dans les données? Est-ce que c'est en construisant des prototypes? Est-ce que c'est en faisant des sondages? Est-ce que c'est en créant des call to action? Donc, en faisant des tests un peu dummy. Là, donc, on va mettre un lien cliquable, un lien exécutable sur un formulaire patient, par exemple, qu'on transfère en ligne pour voir si le patient suit le lien qu'on lui propose, est-ce qu'on fait des simulations. Mais bref, ce qui m'intéresse au-delà de l'expérimentation, c'est aussi les métriques. Donc, quelles données vous allez mesurer et quels sont les critères qui vont faire que vous allez avoir raison ou non. Donc, tous ces éléments-là sont fondamentalement importants lorsqu'on parle d'expérimentation. Donc, permettez-vous d'expérimenter encore une fois plein de techniques. Ce bouquin-là, Testing Business Idea, vous en propose des dizaines. Ça serait difficile pour moi de toutes vous les expliquer, mais allez vous procurer. Vous allez voir, ça fait des miracles. Et je finis, je ne peux pas croire qu'il est déjà 12h51, mais Marie-Ève, j'ai tenu mon temps. Je me fais un petit high five personnel. Je finis en vous parlant des prémices de la mise en œuvre, hein, parce qu'il faut y penser. Non seulement il faut pouvoir, dans une démarche d'innovation, trouver des idées, voir si ça fait du sens, mais ultimement, le but, c'est d'implanter, de mettre en œuvre. D'abord, il ne faut pas oublier dans quel environnement on se situe. Donc, c'est clair que en ce qui vous concerne, l'éthique est importante. Mais l'environnement, est-ce que vous avez le support de la direction au niveau de la structure, votre culture d'équipe? Est-ce que vous avez accès à la donnée? Est-ce que vous avez accès à la direction? La direction peut être un champion de produit. Au niveau des comportements, entrez dans une dynamique d'investigation. Êtes-vous capable d'aller chercher la donnée, de vous mettre à enquêter sur comment on peut rendre la vie de nos cibles meilleures? Et assurez-vous d'avoir une équipe interdisciplinaire, diversifiée. Ça donne des perspectives différentes. C'est comme ça que ça anime les brainstorms. Donc, l'art de résoudre des problèmes, c'est ça l'innovation. Donc, ici, j'ai deux écrits. J'ai fait un petit mash-up de deux écrits que j'ai dénichés. Donc, sachez, en mise en œuvre, sachez prioriser les projets innovants. On en a parlé. Il faut savoir sur lesquels on travaille. Faites des tests. Hein? On se souvient, petit, rapide au début, après un peu plus intensif. Planifier le changement, ma fameuse chorégraphie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein? Sachez anticiper la résistance et planifier les modèles de résistance, puis comment vous allez pouvoir les contrecarrer. Allez chercher votre support à l'innovation, c'est le why, c'est votre champion. Et n'oubliez pas d'apprendre de vos efforts d'innovation. Fail fast, learn fast. Donc, n'oubliez pas ces aspects-là. Le but étant, bien entendu, de générer de la valeur. Donc, revenez toujours à ça. Est-ce qu'on a généré de la valeur pour les gens pour chez qui on voulait en générer? Donc, cette question-là, elle est bien entendu très importante. Donc, finalement, dans la démarche de la démarche d'innovation, l'implantation en fait partie. Donc, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'on fait, c'est pertinent? Est-ce qu'on a une valeur? Est-ce qu'on a un plan de changement? Est-ce qu'on a une gestion des projets appropriés? On n'a pas des projets qui tirent à gauche, à droite, mais surtout, est-ce qu'on a des métriques? Est-ce qu'on sait ce qu'on mesure? Est-ce qu'on sait ce qu'on recherche pour pouvoir en faire une démonstration éloquente qui va permettre aux visionnaires de convaincre les pragmatiques? Donc, il est 12h54, je ne peux pas croire que je suis rentrée dans les temps. Je vous remercie énormément de votre attention. Je sais qu'il n'y avait pas de caméra et de micro, mais vous étiez très attentifs, vous n'avez pas dit un mot. Merci beaucoup. La présentation sera rendue disponible en version PDF. Vous allez voir, je vous ai concocté là, votre liste de lecture d'été. Donc, vous allez pouvoir la prendre puis vous amuser avec ça. Merci, M. Charbonneau. Merci, Mme Arsenault. De votre confiance. Et ben, je vous souhaite bonne innovation. L'innovation, ça n'arrête jamais, ça ne se repose jamais, mais c'est surtout le meilleur des mondes. Donc, amusez-vous. Voilà. Merci beaucoup, Annie, pour cette excellente conférence. Mon Dieu, très, très riche d'informations, des superbes pistes de réflexion. Je pense que les gens vont pouvoir partir avec un petit bagage durant l'été, ça c'est clair. J'ai pris quelques mots-clés, hein, gestion du risque, co-création, partenariat, patient au cœur aussi des réflexions, patient partenaire,
essais-erreurs, hein, des outils aussi en soutien. Donc, très, très intéressant, très riche. Merci infiniment. Là, je pense que ça a été une excellente conférence. Je vois les gens qui quittent. Donc, rapidement, simplement vous dire que, donc, tel que mentionné en début de conférence, les questions qui ont été inscrites au niveau du clavardage vont être répondues ultérieurement. On vous revient rapidement là, avec des réponses, dans la mesure du possible, là, dans les prochains jours. Et ben, pour vous dire aussi qu'on prend une pause estivale, évidemment. Donc, Synaptique prend une pause durant l'été pour des vacances bien méritées. Mais on va reprendre à l'automne. Donc, on travaille déjà sur l'agenda de présentation pour automne-hiver. Donc, c'est un rendez-vous. Écoutez, on vous invite évidemment à surveiller et rester à l'affût des différentes diffusions, différents courriels et également là, sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, un immense merci. Merci, Mme Guérard. Merci, Annie. Merci, Marie-Ève. Merci à toute l'équipe Synaptique et merci aussi à l'auditoire, toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui à cette conférence qui termine le printemps, les conférences du printemps 2023. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Merci mille fois. Merci, au plaisir.